parasitose qui est cosmopolite et qu'on retrouve en France, y compris en France métropolitaine, et qui est largement méconnue et sous-diagnostiquée. Donc, c'est important pour nous de pouvoir communiquer dessus. Donc, effectivement, je vous propose de faire quelque chose d'assez synthétique pour faire un bilan de l'épidémiologie de la cryptosporidiose en France depuis la désignation du CNRLE. Alors, le CNRLE, c'est le Centre national de référence, laboratoire expert concernant, donc c'est le titre en anglais, mais concernant donc la cryptosporidiose. Et en fait, au CHU de Rouen, en collaboration avec nos collègues de Dijon, on a été désigné par les autorités nationales, Centre national de référence, laboratoire expert, pour cette parasitose en 2017. Donc je vous propose de faire le bilan de toutes les données qu'on a acquises depuis 2017, finalement, depuis notre désignation en tant que Centre national de référence. Donc la cryptosporidiose, je vous le disais, c'est une parasitose qui est cosmopolite, hein, qu'on va retrouver partout dans le monde. Et on va le voir qui est une contamination qui va faire intervenir l'environnement, et notamment par ingestion d'une forme particulière du parasite qui s'appelle un oocyste et qui est sa forme de résistance et qui résiste particulièrement dans l'environnement, que ce soit hydrique ou tellurique, et qui résiste notamment aux procédures de désinfection classiques comme le chlore utilisé pour les traitements de l'eau, ce qui fait que ça persiste et que ça peut engendrer des épidémies parfois importantes. Et ça, j'y reviendrai à la toute fin du diaporama. Donc, Parasitose cosmopolite qui est dû à un protozoaire, donc du genre Cryptosporidium. Il y a environ une quarantaine d'espèces qui ont été décrites à l'heure actuelle dans la littérature pour ce parasite, et il y en a environ 5 ou 6 qui sont impliqués en pathologie humaine, mais il y en a 2 principalement qui sont Cryptosporidium parvum et Cryptosporidium hominis. Si on regarde les chiffres, finalement, c'est la deuxième cause de mortalité par diarrhée modéré à sévère chez les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. En fait, c'est quelque chose qui est quand même assez fréquent. Plus la promiscuité est importante, plus il y a une contamination. Et ça va être gravissime, voire du coup mortel, chez les sujets qui sont les plus fragiles, qui sont en général les jeunes enfants, puisqu'ils ont un système immunitaire qui est immature et il ne les protège pas contre l'infection parasitaire, et les immunodéprimés, bien sûr, qui peuvent faire des formes graves. Et finalement, c'est pas tellement l'infection parasitaire en elle-même qui est responsable du décès, mais c'est les conséquences physiologiques, et notamment c'est les pertes hydroélectrolytiques qui peuvent être massives euh, liées à ces diarrhées dues aux parasites, par contre, qui vont engendrer le décès. En fait, ça va être un parasite qui va entraîner une destruction de la barrière intestinale et qui va entraîner des diarrhées qui vont être longues, elles vont durer plusieurs semaines, en moyenne 1 à 2 semaines, et qui vont pouvoir même perdurer plus longtemps que ça chez les sujets plus fragiles. Et ça va être compliqué à traiter puisqu'il n'y a qu'un seul antiparasitaire vraiment qui est disponible sur le marché. Et finalement, j'y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, il a une efficacité qui est assez modérée. Et donc, souvent, on va faire un traitement symptomatique, associé ou non, avec le traitement antiparasitaire, puisqu'il n'est pas efficace à 100%. Donc, c'est responsable en termes de chiffres d'environ 50 000 décès par an chez les enfants de moins de 5 ans. Je vous le disais, il y a 2 principales espèces impliquées en pathologie humaine qui sont Cryptosporidium parvum et hominis. La répartition épidémiologique va dépendre des pays. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on va voir avec les données du bilan épidémio, mais en France, on a une grande majorité de Cryptoparvum qui est une espèce qui va infecter l'homme, mais pas que. En fait, ça infecte la plupart des mammifères. D'où aussi une contamination de l'environnement. C'est une pathologie vétérinaire également bien connue, parce que pour le coup, c'est là un petit peu la même chose. Elle va entraîner le décès notamment des veaux, des chevaux. Donc ça peut être responsable, s'il y a une épidémie dans un élevage, d'une perte importante pour les agriculteurs. Alors le cycle parasitaire, donc la transmission, je vous disais, elle est à la fois directe et surtout indirecte, avec une contamination par l'environnement, l'eau ou les aliments contaminés. Donc en fait, l'homme ou n'importe quel animal, finalement, mammifère, va se contaminer en ingérant les formes parasitaires de résistance qui sont émises dans les selles d'un individu infecté et qui persistent dans l'environnement, qu'on appelle les zoocystes. Oocystes à parois épaisses, mais peu importe, je rentre pas dans le détail. Donc, l'homme ingère ces zoocystes qui vont donc être libérés. L'oocyste va s'ouvrir, voyez ça comme un œuf, en fait, qui va s'ouvrir au niveau donc de l'estomac sous l'action notamment de l'acidité gastrique, et qui va donc ensuite pouvoir libérer
4 formes parasitaires qui sont des sporozoïtes, donc qui sont les formes infectantes du, qui sont les formes, oui, infectantes du parasite dans les cellules intestinales. Donc, on ingère l'œuf qui s'ouvre sous l'effet de l'acidité gastrique et qui va libérer 4 sporozoïdes qui va migrer au niveau de l'intestin et qui va pouvoir venir infecter le pôle apical des entérocytes, donc la partie supérieure des cellules intestinales, et initier, là le cycle est petit, on voit pas grand chose, mais peu importe, initier son cycle de reproduction sexuée qui va prendre 24 à 48 heures et qui va entraîner la destruction de la barrière intestinale et donc la survenue des symptômes. Donc un temps d'incubation qui va être entre le moment où on va ingérer les ovocytes et le moment où on commence à voir apparaître les signes cliniques, qui va être un peu plus long que la reproduction sexuelle en soi du parasite. Donc en général, on considère que le temps d'incubation varie entre 5 et 7 jours entre le repas infestant, si je puis dire, et l'apparition des signes cliniques. Après les oocystes, une fois que la reproduction sexuelle a été faite et que les entérocytes sont dégradés, on a une élimination avec les selles, donc avec les selles diarrhéiques, des formes parasitaires de dissémination de l'environnement, donc à nouveau des oocystes, qui sont comme ça émis dans l'environnement et qui peuvent être responsables donc des eaux de contamination. Donc on peut la retrouver dans les eaux, hein, dans les eaux usées ou directement dans l'environnement tellurique pour une contamination par les mammifères. Et après, on sait finalement comment ça se dissémine. On peut avoir avec ruissellement, précipitation, justement un basculement comme ça des oocytes présents dans le sol, dans les ressources en eau et éventuellement dans les eaux potables. On va en reparler pardon, tout à l'heure à la fin sur la partie des épidémies, notamment parce qu'en fait, dans les critères de potabilité d'eau que vous connaissez bien, bah, il n'y a aucun critère parasitaire en recherche standard de potabilité de l'eau, donc en fait, c'est pas du tout recherché. Et ça commence à l'être un petit peu dans des zones qui ont souvent déjà été impactées par cette parasitose, et comme les conséquences sont en général assez coûteuses, eh bien, il y a une surveillance accrue dans ces zones qui sont sensibilisées. Mais comme la parasitose étant largement méconnue et sous-diagnostiquée, à l'heure actuelle, la recherche n'est pas du tout faite de manière systématique. Donc, transmission directe et indirecte. Et un autre point important pour la survenue potentielle d'épidémie, c'est que la dose infectante est faible. Et ça dépend des espèces, mais pour Cryptoparvum, on peut se contaminer à partir de 10 oocystes ingérés. Et pour Hominis, je vous ai mis des doses infectantes qui sont un peu plus faibles puisque l'espèce est inféodée à l'homme, elle est plus adaptée à l'homme. Vous voyez que c'est 10 à 100, mais en fait, dans la littérature, il y a des cas d'infection qui ont été rapportés chez les immunodéprimés à partir d'un seul oocyste ingéré. Donc, on peut comprendre assez facilement qu'on a un risque important d'épidémie finalement quand on va retrouver ces parasites dans l'eau. Il suffit d'en consommer un pour que on puisse avoir une contamination et reproduction du parasite au niveau intestinal et élimination plus importante dans les selles d'un individu infecté. Alors voilà, là vraiment on va attaquer la partie bilan épidémiologique pur, donc le bilan depuis 2017, depuis qu'on est CNR pour les chiffres. Euh, donc en fait depuis qu'on a été désigné CNR, il y a eu 1021 déclarations qui ont été faites en ligne sur le site du CNR dont je vous ai mis l'adresse ici. Il faut savoir que c'est pas du tout une maladie à déclaration obligatoire et que là encore c'est largement sous-estimé puisque les diarrhées d'origine infectieuse ne considèrent encore aujourd'hui que très peu les origines parasitaires. Déjà quand il y a diarrhée, on va pas spécialement aller vérifier si c'est d'origine bactérienne, d'origine virale, médicamenteuse ou que sais-je. Et souvent, on s'arrête au traitement symptomatique. Quand il y a investigation microbiologique, on pense bactéries et virus. Et encore aujourd'hui, très rarement aux origines parasitaires. Et en fait, celles qui vont nous être envoyées, si je puis dire, pour recherche parasitaire, souvent, ça va être les diarrhées qui sont persistantes, qui sont chroniques, donc qui vont durer plusieurs semaines. Et à ce moment-là, on se dit mince, c'est pas bactérien, c'est pas viral, ça persiste. Est-ce que c'est pas une autre origine? Et donc là, on pense à la parasito. Et du coup, on peut faire le diagnostic, mais il y a, ça veut dire que du coup, on rate pas mal de diagnostics de cryptosporédiose, puisque parfois le sujet immunocompétent va être capable d'éliminer en 1 à 2 semaines la parasitose et on n'aura pas fait l'étiologie. Bon, tout ça pour vous dire que, une dernière chose, pardon, que le diagnostic, en fait, à l'heure actuelle, il repose
les guidelines, les recommandations reposent sur une coloration particulière pour la recherche de ce parasite en particulier, donc du Cryptosporidium, à faire en observation microscopique. Et donc finalement, pour la plupart des centres, des laboratoires, que ce soit privés ou des laboratoires publics, s'il nous est pas précisé sur l'ordonnance ou sur la prescription du médecin recherche de cryptosporidium, cette coloration spécifique ne sera pas faite et donc on ne trouvera pas le parasite même s'il en est à l'origine. Alors ça, c'est un petit peu moins vrai puisque justement grâce au CNR et à nos réunions du bilan annuel, on préconise de faire une coloration autre que celle qui est recommandée, qui marche mieux, qui est plus sensible et qui peut se faire en routine. Et aussi, puisqu'il y a beaucoup de laboratoires privés, vous le savez, qui se regroupent et qui peuvent utiliser maintenant des panels PCR pour faire des recherches un petit peu tout venant d'origine infectieuse sur une celle d'origine diarrhéique et qui vont comprendre en général les panels qui vont chercher bactéries, virus et parasites, et y compris le cryptosporidium. Et donc finalement, ça on va le voir tout à l'heure justement dans les chiffres, que ça change complètement la vue de l'épidémiologie de la cryptosporidiose en France, puisque jusqu'à maintenant c'était encore considéré comme une pathologie du sujet immunodéprimé. Et en fait, on se rend compte justement avec ces laboratoires privés qui font des analyses par PCR, alors qu'ils nous envoient après et qu'on confirme par microscopie, donc on confirme bien que c'est des vrais positifs, finalement que ça concerne beaucoup plus les immunocompétents que les immunodéprimés. Si ce n'est qu'avant, en fait, ça passait complètement inaperçu. Donc, des déclarations qui sont croissantes, on en a donc environ 1000 qui ont été faites depuis 3 ans, mais qui augmentent chaque année, notamment parce qu'on a une meilleure participation des labos et surtout des labos privés, parce que dès le départ, on avait une assez bonne couverture des laboratoires publics, des CH et des CHU, mais de plus en plus de laboratoires privés qui prennent le temps de faire les déclarations en ligne et de nous envoyer leurs résultats, ce qui nous permet grâce à tout le monde, les laboratoires publics et privés, d'avoir une bonne, enfin, en tout cas une meilleure connaissance de cette parasitose qui touche quand même pas mal de gens aujourd'hui en France, partout dans le monde, mais toujours aussi en France. Il ne faut pas croire que sous un pays dit industrialisé, il n'y a plus du tout ces parasitoses, c'est loin d'être le cas. Alors là, justement, c'est juste un titre d'exemple. Les déclarations qui nous sont faites chaque année, je vous ai mis en orange et en rouge les déclarations de 2019 et de 2020 sur l'ensemble des laboratoires qui font partie du CNR et qui nous ont déclaré. Et en fait, j'ai regroupé juste les laboratoires privés à droite, ici, à la fin du graphique. Et vous voyez ce que je vous disais, en fait, que les laboratoires privés, il faut que vous ayez en tête que c'est 95% de patients qui sont immunocompétents, alors que les laboratoires privés, c'est plutôt l'inverse. C'est, alors pas autant, mais c'est environ 75% de patients immunodéprimés. Et on voit que finalement, on a 5 ou 6 labos qui nous déclarent vraiment leur cas chaque année. Et à eux seuls, ils font la moitié des déclarations annuelles. Ce qui sous-entend que finalement, il y a énormément de cryptosporidioses qui touchent, enfin, qui pourraient être diagnostiquées en labo privé et donc qui touchent les immunocompétents bien plus que les immunodéprimés. Voilà, donc ça c'est une information importante puisque jusqu'à maintenant c'était considéré vraiment comme une parasitose de l'immunodéprimé et c'est pas du tout le cas. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est on a un pic saisonnier clair de la cryptosporidiose. Tous les ans, tous les ans, pardon, parce que je vous ai mis donc en ordonnée le nombre de déclarations via le CNR, en abscisse les mois de l'année, et les codes couleurs, en fait, c'est les déclarations annuelles depuis qu'on est CNR. Et donc, ça augmente, puisque ça augmente chaque année, puisqu'on a de plus en plus de participants au réseau. Mais en gros, on voit très bien ici le pic saisonnier, et en été, on a effectivement une recrudescence des cas de cryptosporiose. Alors ça, on va y revenir tout à l'heure. Il y a plusieurs hypothèses qui sont évoquées, notamment puisque l'eau semble être l'un des facteurs de risque les plus souvent incriminés dans la cryptosporiose. Alors c'est compliqué parce que l'eau intervient de plusieurs manières. On peut se contaminer en ingérant les zoocystes par l'eau de consommation, l'eau de boisson, l'eau du réseau. Je vous disais, elle n'est pas du tout surveillée pour les contaminations parasitaires. Donc même si nous vous êtes dit potable, ça présage absolument pas la présence ou non d'éléments parasitaires, y compris du cryptosporidium. Donc il y a ça. Il y a une contamination aussi qui peut être liée à l'eau et l'eau plutôt dite récréative, les eaux de baignade, par ingestion
involontaire, si je puis dire, pendant la baignade. Il suffit que quelqu'un soit contaminé, qu'il contamine notre eau de baignade et qu'on puisse l'ingérer. Et puis, le facteur immunitaire, alors ça aussi, on le suspecte. J'y reviendrai aussi tout à l'heure pour l'explication de quelques épidémies, mais il semblerait que comme justement ce réseau, quand une eau est dite potable, qu'il n'y ait pas de critères parasitologiques, il semblerait finalement qu'on ait une contamination probablement faible, mais un petit peu ubiquitaire quand même dans les réseaux d'eau de Cryptosporidium, et qu'à force d'être exposé de manière chronique à une certaine souche de Cryptosporidium, on y développe une tolérance immunitaire. Et un autre facteur marquant, on va voir dans les facteurs de risque, c'est qu'en été, on a des migrations de population, enfin, on part en vacances, et on part en vacances, pas forcément à l'étranger, hein, il suffit de changer de région pour qu'on puisse être exposé en France métropolitaine, il suffit de changer de région pour qu'on puisse être exposé à d'autres souches ou d'autres espèces, et ça pourrait suffire à avoir une recrudescence des signes cliniques, puisque ce n'est pas la même espèce à laquelle on aurait été exposé de manière chronique et qui pourrait donc faire survenir de manière plus importante l'apparition des symptômes. Donc gardez à l'esprit, voilà, un pic estival toujours important pour la cryptosporidiose. Donc les diarrhées en période estivale peuvent être d'origine parasitaire et notamment à cryptosporidium. Si on regarde la distribution des cas par âge, hein, c'est toujours un petit peu la même chose. En ordonnée, le nombre de cas qui ont été déclarés. Les codes couleurs, c'est les déclarations faites chaque année depuis 2017, depuis la désignation du Centre national. Et en abscisse, on a les tranches d'âge. Là aussi, en fait, il y a quelque chose qui ressort, c'est que la cryptosporidiose en France, ça concerne les jeunes enfants, en particulier, clairement, vous voyez, les moins de 5 ans, qui sont de loin les plus représentés jusqu'à 5 ans, 9 ans. Donc ça, c'est parce que leur statut immunitaire est immature. Et on a un pic un peu plus étalé, mais chez les jeunes adultes, entre 20 et 35 ans. Donc ça aussi, ça ressort de manière assez franche. Alors chez les jeunes adultes, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Alors plusieurs hypothèses également, soit parce que y a peut-être plus de voyages pendant les périodes estivales ou plus d'exposition à l'eau, peut-être plus facilement mobilisable, ou alors la contamination directe chez les jeunes parents, finalement, avec des enfants qui s'infecteraient, parce que c'est clairement les plus fragiles, et les parents qui se contamineraient par manuportage en changeant la couche ou les surfaces du petit qui était contaminé. C'est des hypothèses, on a du mal à les prouver, mais en tout cas, les faits sont que chez les jeunes enfants et les jeunes adultes sont les deux populations les plus touchées en termes de tranche d'âge. Alors si on regarde, on a voulu essayer de regarder, je vous ai mis les chiffres de 2019, mais peu importe, en 2020, ça changeait pas. La répartition par sexe, alors grosso modo, c'est 50-50 sur l'ensemble des tranches, sur l'ensemble de l'âge de la population infectée. Parce que j'ai remis aussi en abscisse par catégorie d'âge. Alors, vous voyez qu'il y a des variations. Ce qui était intéressant de voir, c'est que c'était a priori justement chez les jeunes adultes, surtout les femmes, qui étaient contaminées. Alors là aussi, une hypothèse qui est plus tellement d'actualité aujourd'hui, mais serait que une hypothèse assez sexiste finalement, serait que ce soit surtout la femme la maman qui s'occupe du petit et qui se contaminerait plus facilement si l'enfant était contaminé. Mais en vrai, on n'en sait rien. Mais on sait pas pourquoi effectivement il y a plus de femmes dans cette tranche d'âge que qu'à l'inverse. Par contre, on a chez les personnes plus âgées qui sont aussi plus à risque parce que le statut immunitaire est souvent plus affaibli. On a plus d'hommes. Mais alors ça, c'est un biais, c'est parce que souvent, chez ces étrangers, chez des patients qui sont cancéreux, et souvent dans les patients cancéreux, c'est plus d'hommes dans cette catégorie-là. Alors si on regarde les statuts immunitaires, je vous ai dit, gardez en tête, c'est majoritairement finalement, même si c'est sous-diagnostiqué, une pathologie qui va toucher tout le monde finalement, y compris l'immunocompétent. Si on regarde quand même les immunodéprimés pour savoir quel type d'immunodépression sont les plus touchés, eh bien, vous voyez que c'est essentiellement pour 65% des cas déclarés les greffés, les patients qui ont eu une transplantation d'organes solides. Et seulement, si je peux dire, 17% de VIH, de CD1. Je vous dis ça parce qu'en fait, classiquement, donc la cryptosporidiose, je vous l'ai pas dit, pardon, c'est une parasitose qui est extrêmement récente. Elle a commencé à être décrite dans les années 1970-80. Et à l'époque, elle a été systématiquement associée à un patient atteint du VIH. En fait, c'était même devenu
potentiellement un critère de diagnostic du VIH, c'est-à-dire que si un patient venait avec une diarrhée à cryptosporidiose, on lui préconisait de faire un test de dépistage pour le sida pour voir s'il n'était pas sidéen, s'il n'était pas VIH+. Et en fait, aujourd'hui, avec l'avènement des trithérapies, on a quand même une bonne gestion des défenses immunitaires des patients et qui ont un taux de lymphocytes T, notamment, qui sont, s'ils suivent bien leur trithérapie, qui sont tout à fait convenables et qui permettent de gérer tout un tas de pathologies infectieuses. Et donc finalement, aujourd'hui, chez les immunodéprimés, la cryptosporidiose, ça concerne beaucoup moins les sidéens comparé à ce qui se décrivait historiquement, mais ça concerne surtout les transplantés d'organes solides qui sont de plus en plus fréquents, enfin des transplantations on en fait de plus en plus, et les patients ont des traitements immunosuppresseurs qui sont importants. Alors c'est souvent pendant les phases où l'immunodépression est la plus sévère, donc pendant les phases précoces de donc dans les premiers mois dans le mois qui précède et dans les 6 premiers mois qui suivent la transplantation, puisque c'est là où les traitements immunosuppresseurs sont les plus poussés pour éviter un rejet de greffe. Et donc c'est à ce moment-là finalement que les patients sont les plus à risque. Alors après, j'ai mis, peu importe les organes transplantés, un petit graphique. C'est surtout les transplantés de reins, mais c'est biaisé. C'est parce que les transplantations d'organes en France, c'est majoritairement des transplantations rénales et du coup, ça se ressent sur les cas déclarés. Mais ça, je passe parce que c'est un biais. Alors, si on regarde les immunosuppresseurs, là aussi, je vais passer rapidement, c'est pour information. Euh, c'est surtout chez les patients, je vous disais, qui ont des traitements de rejet de greffe, et on voit surtout des molécules qui sont très fréquemment utilisées pour ces traitements de rejet de greffe, qui sont le tacrolimus et le MMF, c'est le mycophénolate mofétyle, peu importe. Peu importe son nom, mais en gros, vous voyez, il y a des associations, il y en a qui n'ont pas d'association, mais ce qui est juste intéressant à noter, c'est cette forte implication du tacrolimus. Alors, vous voyez, le tacrolimus seul, dans 30% des cas déclarés qui ont fait une cryptosporidiose chez les patients qui sont sous traitement immunosuppresseur pour limiter le rejet de greffe. 30% seuls sous tacrolimus, et quand on regarde tacrolimus plus autre chose, eh bien, on va avoir encore bien 40% supplémentaires. Et là, en fait, il a été décrit dans la littérature un métabolisme altéré du tacrolimus chez les patients qui sont atteints de cryptosporidiose. En fait, on a une boucle un petit peu défavorable. Chez les patients qui sont atteints de cryptosporidiose, vous le disiez tout à l'heure, il y a une dégradation des entérocytes, destruction des entérocytes au niveau de l'intestin. Et en fait, le tacrolimus est une molécule qui est métabolisée essentiellement au niveau intestinal. Et donc, si on a une destruction des entérocytes qui sont censés métaboliser le tacrolimus en forme inactive, eh bien, sous l'effet de la cryptosporidiose et la diminution de ces cellules qui normalement le métabolisent et le rendent inactive, eh bien, finalement, on a une perte de ce métabolisme et donc une persistance du tacrolimus sous sa forme active et donc des concentrations sur un surdosage finalement de concentration trop élevée résiduelle au niveau sanguin. Et donc, ce qui fait que l'immunosuppression est d'autant plus forte, parce que c'est un médicament immunosuppresseur, et donc, du coup, l'infection à cryptosporidium est moins bien gérée par le système immunitaire et donc persiste encore plus. Alors, en termes de symptômes, c'est relativement banal, si je puis dire. Enfin, en tout cas, on s'y attendait. C'est une parasitose digestive, donc forcément, on va avoir des troubles cliniques d'origine digestive. Donc, vous voyez de la diarrhée seule ou en association dans plus de 90% des cas. Euh, Nausées, perte de poids dans environ 30% des cas. Euh, Douleur abdominale également, fièvre dans 20% des cas seulement. Donc souvent il n'y a pas tellement de fièvres qui sont associées à cette pathologie, mais c'est de la diarrhée, des douleurs abdominales, de la nausée et des pertes de poids qui peuvent être importantes. On a eu là récemment, il y a un mois, ici au CHU de Rouen, un jeune garçon de 12 ans qui a eu une perte de poids massive. Il a perdu 17 kilos liés à cette parasitose. Et là encore, le diagnostic a été tardif. Et c'est parce qu'il a perdu beaucoup de poids et parce que ça durait depuis plusieurs semaines qu'on a eu la selle qui nous est arrivée au CHU. Et ils ont demandé un bilan plus complet que ce qu'ils faisaient d'habitude. Excusez-moi, je vois j'avais pas vu, mais il y a une question d'Eric Chauvel qui nous dit si l'eau potable est l'origine majeure de cryptosporidiose, nous aurons probablement un autre profil saisonnier que celui illustré. Qu'en pensez-vous?
Alors, on va y revenir tout à l'heure sur les épidémios. La consommation, enfin, l'eau, mais pas forcément sous les formes uniquement de consommation d'eau potable, va jouer un rôle qui semble important. Mais c'est très, il y a plusieurs facteurs de risque qui ont du mal à ressortir franchement. Et, euh, et donc, c'est compliqué de vraiment incriminer. Mais cela dit, en période estivale, c'est quand même une période où on est beaucoup plus exposé à l'eau, notamment à l'eau de boisson. Il fait plus chaud, on fait plus, enfin, on boit plus, on peut se contaminer plus volontiers que en période hivernale. Et donc, tout ça peut intervenir, quoi. C'est difficile de bien faire ressortir enfin, c'est difficile d'incriminer un seul facteur de risque parce que je pense qu'il y en a plusieurs qui sont intriqués, en fait. Hospitalisation et motif. Alors, il n'y a pas forcément d'hospitalisation liée à cette parasitose, parce que ça concerne les immunocompétents et en général, on va y revenir pour les facteurs de risque pour les animaux domestiques. Euh, L'hospitalisation, finalement, là encore, c'est biaisé. Dans les cas qui sont déclarés en ville, il n'y a pas d'hospitalisation. Dans les cas qui sont à l'hôpital, ils sont hospitalisés, mais souvent pour leur pathologie sous-jacente parce qu'ils sont immunodéprimés, il faut gérer le traitement de la greffe, etc. Donc ça je passe. En termes d'évolution, je l'ai mis après. Il y a heureusement assez peu de décès en France, mais il y en a en général quand même deux ou trois par an qui sont probablement plus, mais en tout cas deux ou trois par an où il y a eu un diagnostic posé de cryptosporiose. Alors les traitements, ça paraît un peu compliqué là, mais les traitements, c'est ce que je vous disais, c'est essentiellement des traitements symptomatiques. Donc antidiarrhéiques, antivomitifs, pour gérer la douleur abdominale. Et le traitement antiparasitaire spécifique, c'est l'anitazoxanide. Alors, je vous le disais, c'est un médicament antiparasitaire qui marche sur d'autres parasites, voire même sur d'autres micro-organismes, mais qui marche un petit peu sur le Cryptosporidium. En fait, le problème, c'est qu'il marche chez l'immunocompétent et moins chez l'immunodéprimé. Il a besoin d'avoir un système immunitaire qui soit quand même relativement efficace pour pouvoir potentialiser son effet. Et ça, du coup, c'est problématique puisque le traitement va être essentiellement proposé, en tout cas l'antiparasitaire va être essentiellement proposé en général chez les patients les plus fragiles. Et du coup, l'anitazoxanide, le seul traitement qui aurait une effet, en tout cas à l'heure actuelle, un effet démontré sur Cryptosporidium, soulagerait la clinique de la cryptosporidiose chez les immunodéprimés, mais ne diminuerait pas la durée d'excrétion du parasite et, enfin, pas statistiquement significativement. Donc c'est compliqué et pour le coup la nitazoxanide est un médicament qui est uniquement sous ATU en France, autorisation temporaire d'utilisation. Il n'a pas l'AMM, il a uniquement l'AMM aux États-Unis. Et donc il y a des essais qui sont en cours de recherche sur d'autres thérapeutiques, mais c'est vrai que ça avance pas beaucoup. Notamment puisque justement ces données épidémiologiques n'étaient pas forcément très importantes et que finalement le taux de mortalité est quand même faible dans les pays industrialisés et du coup ça freine un petit peu la recherche thérapeutique sur le sujet, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de molécules qui sont efficaces. Mais faut quand même, je vous le disais, c'est quand même responsable, même si c'est indirectement lié à ces pertes hydroélectrolytiques importantes, d'un nombre important de décès à l'échelle mondiale et notamment en Afrique chez les jeunes enfants. Alors l'évolution, voilà, l'évolution classiquement, non, ça c'était l'évolution de 2020. Cette année, en fait, alors après on a probablement été impacté aussi les déclarations par le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont pas eu le temps de faire les déclarations. Donc cette année, il n'y a pas eu de décès de rapporter. Mais vous voyez, voilà, dans 98% des cas, ça se guérit bien. Alors soit euh, sous traitement symptomatique, soit avec ou sans nitazoxanide. Et on a quand même des cas de rechute. Alors les cas de rechute, ça veut dire que du coup, à plusieurs mois d'intervalle, on a une rechute avec un nouveau diagnostic de la cryptosporidiose, mais parfois on peut avoir des pathologies qui vont durer plusieurs mois. Et le cryptosporidium, comme d'autres micro-organismes, a été d'ailleurs aussi décrit comme un parasite qui peut entraîner ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable. C'est-à-dire que on est infecté par le parasite, on l'élimine dans les selles pendant 2, 3 semaines, un mois, le temps que le parasite s'élimine naturellement ou avec un traitement, mais on va garder une sensibilité modifiée
de l'intestin et en fait, on va continuer à avoir les troubles cliniques associés, c'est-à-dire par période des crises de constipation, de diarrhée, de douleurs abdominales, qui sont liées à une hypersensibilité de l'intestin après avoir été infecté. Et ça se retrouve dans un peu moins de 10% des cas chez les patients qui ont fait une cryptosporidiose. Donc ça peut avoir des retentissements importants finalement sur le ressenti des patients et même au long cours. Alors voilà, avec ces articles, on a fait une synthèse de différents, enfin on a fait une publication là qui est parue cette année sur la synthèse de 2017 à 2019 et voilà, je vous ai juste mis le tableau sur les principaux facteurs de risque qui sont investigués dans les déclarations et vous voyez en fait l'eau, je vous le disais, qui est fréquemment impliquée, mais c'est difficile de savoir si c'est si l'eau est contaminée à chaque fois ou si c'est ou si c'est vraiment elle qui était responsable de l'infection, parce qu'on a souvent plusieurs facteurs de risque d'exposition et puis euh, c'est pas forcément très spécifique parce que vous voyez dans 60% des cas il y a une consommation d'eau d'eau non embouteillée, mais c'est pas parce que c'était de l'eau du réseau qu'elle était forcément contaminée, donc c'est difficile de c'est difficile de d'incriminer tout ça. Donc l'eau sous forme récréative, 48% des cas. Contact avec les animaux, 20% des cas. Contact avec les contacts directs en fait avec un individu infecté, c'est également que 25% des cas. Consommation d'eau non embouteillée, 60% des cas. Consommation de coquillage, 12% des cas. De lait cru, 9% des cas. Et de cidre, 2%. Alors, je réponds à deux questions qui étaient posées. Je vous avais dit, je reviendrai dessus. Implication des animaux domestiques plus élevée en été. Alors, euh, en fait, on va le voir sur cette diapo et je vais répondre à l'autre question après. Donc là, en fait, j'ai essayé de vous représenter en fonction de l'année par mois. Alors ça s'arrête en octobre parce que ça comprend les données de 2020 et en fait, l'extraction a été arrêtée en novembre. Donc je me suis arrêté octobre pour les déclarations. En ordonnée, vous avez les nombres de cas qui ont été déclarés et en code couleur, les principaux facteurs de risque. Alors en fait, on voit sur la période notamment estivale, qui est la période où on a le plus de cas, qu'on a un pic orange là qui correspond à des baignades plus fréquentes finalement. Mais ce qui est logique puisque en été on va forcément se baigner plus qu'en hiver. En rose, on a la consommation d'eau du robinet qui augmente également, hein, c'est ce qu'on disait. Donc quand même cette eau qui semble d'une manière ou d'une autre impliquée dans les dans ces pics saisonniers. Alors effectivement, on a le contact avec les animaux qui est plus important aussi en été, a priori. Plus souvent rapporté en été. Alors ça, bah, ça peut être biaisé parce qu'il y a plus de cas déclarés en été. Mais quand on regarde dans le détail justement sur les animaux, c'est finalement bien plus le contact avec des chats ou des chiens qu'avec des bovins, par exemple. Parce qu'initialement, cet item avait été créé en se disant, comme c'est une pathologie essentiellement liée qui concerne beaucoup Cryptoparvum en France, qui est une espèce parasite de l'ensemble des mammifères, je vous le disais. On s'est dit, il peut y avoir une contamination environnementale, et notamment avec les élevages et les élevages de bovins et de veaux contaminés. Donc, on voulait voir si il y avait plus de cas chez les gens qui étaient en contact du milieu agricole, finalement, avec des animaux, notamment des veaux. Et en fait, dans les déclarations, quand ils nous renseignent contact avec des animaux, c'est essentiellement des chats ou des chiens. Alors après, c'est compliqué de savoir si eux-mêmes sont infectés ou pas. Euh, on a fait une petite étude, mais ça vaut ce que ça vaut. C'est-à-dire que c'était une petite étude sur une centaine seulement de selles de chats et de chiens. Et effectivement, on retrouve dans environ 10 à 15% des cas la présence de Cryptoparvum, voire d'autres espèces qui sont impliquées, Felis ou Cadis, euh, chez les chiens. Mais on peut retrouver du Cryptosporidium. Mais de là à dire que c'est un facteur de risque important, c'est compliqué. Ça demande plus d'investigation. Alors le lait cru, en fait, effectivement, on parle de lait cru de vache également qui peut être contaminé. Je vais revenir sur la diapo d'épidémie. En fait, là l'idée c'est que le lait cru soit contaminé. En fait, on ne sait pas si une vache ou un veau est contaminé. En fait, on ne sait pas si les zoonoses sont capables d'être directement
transféré dans le lait et donc directement au niveau du puits de la vache et si c'est infecté, on pense pas, on pense plutôt que ça serait une contamination par manuportage dans les élevages où finalement il y a la traite du lait qui est faite et puis un contact plus ou moins facile avec des selles qui seraient contaminés par les oocystes parce que j'ai oublié de vous le dire, mais la contamination notamment la contamination bovine par les oocystes de Cryptosporidium, elle est massive. On va retrouver plusieurs dizaines de milliers d'oocystes par gramme de sel. Et donc, on peut très facilement avoir une contamination itérative de lait, de fromage, enfin des supports, en tout cas des élevages par ce parasite. Dernière diapo avant de parler des épidémies, c'est les génotypes. Donc ça, je vais passer très rapidement. Euh, je vous l'ai dit, c'est essentiellement Cryptoparvum et Hominis qui sont responsables des pathologies aujourd'hui chez l'homme. Il y a d'autres espèces que vous voyez ici impliquées qui sont plutôt chez les immunodéprimés, mais 90% des cas, c'est du parvum. Et comme je vous le disais, c'est l'espèce qui touche l'homme, mais aussi tous les mammifères, ce qui sous-entend du coup cette contamination environnementale potentiellement importante, soit par les sols, soit par l'eau, qui pourrait être responsable des pathologies humaines. Et là, vous voyez tout un tas de chiffres un peu barbares, peu importe, c'est que au sein de ces différentes espèces de Paraménomnis, il y a encore des sous-espèces et qu'on est capable de différencier, qui sont plus ou moins représentées et parfois plus ou moins pathogènes, mais ça, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je finis sur cette dernière diapo, sur les épidémies, en fait. Euh, Avant que soit désigné le CNR en 2017 pour la cryptosporadiose, il y a eu, si je ne me trompe pas, 3 épidémies de cryptosporadiose en France décrites dans la littérature depuis les années 80 jusqu'à 2017. Pardon, excusez-moi. Donc de 80 jusqu'à 2017. Et, et finalement, depuis qu'on... Désolé, il faut que je laisse sonner un peu, sinon ils vont pas me lâcher. Hop, pardon. Donc, depuis qu'on est désigné CNR, finalement, on a 3 ou 4 épidémies annuelles qui sont objectivées aujourd'hui en France via le CNR. On en a eu, vous voyez, on a eu une première épidémie en 2017 qui était chez les militaires dans le sud de la France, mais je ne vais pas trop en rentrer dans le détail, qui était liée à la contamination du réseau d'eau. En fait, on avait des châteaux d'eau qui servaient à la fois à l'alimentation de la population militaire et la population civile, qui étaient contaminés par les oocystes de Cryptosporidium. Et en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette notion de tolérance immunitaire. On s'en est aperçu tardivement parce qu'il a fallu 3 ans pour que le diagnostic parasitaire se fasse, parce qu'en fait, tous les ans depuis 2015, on avait des militaires qui venaient se former pendant 2 mois sur un site spécifique en France qui les formait sur un domaine spécifique militaire. Et systématiquement, une semaine ou 2 après leur arrivée, les jeunes stagiaires qui n'étaient pas originaires du camp développaient des signes de diarrhée. Mais ceux qui étaient en permanence sur le camp n'avaient pas de diarrhée. Et du coup, au début, ils faisaient des recherches bactériennes et virales sur les 2 premières années. Ils n'ont rien découvert. Donc, ils suspectaient des TIAC et tout, mais rien n'était objectivé. Et finalement, en 2017, le laboratoire militaire qui faisait les analyses a changé de technique diagnostic et utilisé justement ces PCR multipanels qui couvraient aussi la parasito. Et donc là, ils ont pu, enfin, c'est sorti positif en crypto et nous l'ont envoyé. Effectivement, c'était plein d'OS6 de crypto. Donc, on a pu faire le diagnostic comme ça. Là aussi où c'est intéressant, c'est que finalement, c'était à la fois l'eau qui alimentait les militaires, mais la population civile qui était contaminée. Et dans la population civile, en fait, on n'avait pas de recrudescence de cas de gastro, probablement parce qu'ils étaient exposés au long cours finalement et cette tolérance immunitaire. Finalement, j'étais assez bavard, à 5 minutes, donc j'accélère, mais la Guyane, c'était aussi une contamination d'eau. Alors Nantes, c'était 2018. Voilà, on parlait de contamination du lait cru. Alors, en fait, il y a eu une épidémie d'une centaine de cas chez les enfants et chez le personnel d'un collège à Nantes qui ont été contaminés et le seul repas commun infectant, ça aurait été du fromage blanc bio. Et alors, là encore, le fait qu'il y ait eu un retard diagnostique sur l'origine parasitaire a fait qu'on n'a pas pu investiguer le lot de fromage blanc en question, puisque 2 semaines ou 3 semaines après l'apparition des signes cliniques, le lot témoin avait été jeté, donc on n'a pas pu faire le diagnostic. Mais on a été investiguer la ferme dans laquelle était produite le fromage blanc et on a retrouvé une contamination des animaux à Cryptosporidium. Donc on suspecte quand même fortement cette origine liée au fromage blanc.
Strasbourg, il y a une épidémie, mais alors pour le coup, on n'a pas réussi à investiguer exactement la source. Ça, c'était fin 2018. Deux autres épidémies de l'eau, alors des plus petites, celle-ci, il y avait deux ou trois, enfin, il y avait 3 cas et 5 cas respectivement. Un cas d'épidémie contact chez les pompiers. Alors ça, c'était pas très loin de chez nous, c'était en Normandie. En fait, il y a eu un transport de bétail qui a eu un accident dans les animaux qui sont morts suite à l'accident. Enfin, les pompiers décrivaient un truc assez apocalyptique avec de la merde de veau partout, enfin la merde d'animaux partout sur à l'intérieur, sur le plafond des animaux, enfin du transport, des véhicules de transport. Et en fait, les pompiers ont donc inévitablement été exposés à des selles des animaux et en fait par manuportage parce qu'ils avaient chaud, ils ont dû se mettre un peu les mains au niveau de la bouche ou se contaminer en buvant de l'eau parce qu'ils avaient soif. Enfin, ils avaient des eaux aussi, enfin des selles un peu partout sur les mains, ils sont contaminés comme ça et donc je crois qu'il y a eu un taux d'attaque là à 90% des pompiers qui sont intervenus pour gérer cet accident. Et Grasse, j'ai mis 3+, c'est la dernière épidémie en date qu'on a, mais la plus importante. En fait, celle-ci, elle est sortie. Elle a été détectée en fin d'année, en novembre 2019, donc dans le sud-est, à côté de Nice. Et elle est également liée à l'eau. Et finalement, dans cette épidémie, on a 180 cas qui ont été vraiment investigués au sens strict avec mise en évidence dossier génotypage des oocytes dans les selles des individus infectés. C'était lié à la contamination du réseau d'eau potable également. Mais en fait, plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de cas qui ont été touchés en termes de gastroentérite, sauf que l'ARS a dit on arrête de faire des investigations puisque on sait bien que c'est du crypto et donc ça va coûter trop cher, donc on arrête. Mais en gros, c'est une épidémie qui a touché plusieurs dizaines de milliers de cas lié à la contamination du réseau potable de la ville de Grasse, qui est une ville qui dessert 90 000 habitants. Et en fait, ça a eu des conséquences énormes pour eux, puisque le parasite, je vous le disais, est particulièrement résistant dans l'environnement. Ça résiste à la javel, ça résiste à plein de trucs. Donc, il faut traiter soit par ultrafiltration, soit par UV. Et donc, le temps de mettre en place ces stations, ça a coûté extrêmement cher à Suez, enfin, aux différents organismes qui géraient la qualité de l'eau. Donc ça a duré des mois. Donc il a fallu alimenter la population en eau en bouteille aux frais de la mairie pendant plusieurs mois. Donc ça a coûté très cher. Et puis la population là, c'est mal vécu ou en tout cas la communication a été assez mal vécue avec les habitants qui ont encore aujourd'hui, il y a certains qui savent toujours pas si c'est résolu alors que c'est résolu depuis plusieurs mois et qui ont eu une perte de confiance assez importante au niveau des autorités sanitaires. Bah, j'ai terminé, je suis désolé, j'ai finalement été très bavard. Je regarde juste s'il y a quelques questions quand même encore. Alors, vous avez le temps, ne vous inquiétez pas, c'est très bien. Vous avez pas mal de questions, prenez le temps d'y répondre. D'accord. Alors, alors je reprends. L'élevage, j'avais répondu. Qu'incluez-vous dans recreational water, bain, piscine, fleuve, c'est tout. Et effectivement, les eaux récréatives, c'est à la fois les piscines. C'est pour ça que c'est compliqué à investiguer. C'est des déclarations qui sont faites par les médecins qui ont vu les patients. Et souvent, en fait, c'est une pathologie qui est assez peu connue. Donc, ils vont pas spécialement dans le détail quand ils investiguent. Donc, on a un thème qui est assez fourre-tout. Mais c'est bain en piscine, c'est bain en eau de mer, c'est bain en lac, c'est bain en fleuve, c'est tout. Quelle est la répartition par région en France? Alors on l'a en fait, mais c'est complètement biaisé. Pour moi, c'est cosmopolite, c'est biaisé parce que ça dépend des laboratoires qui travaillent avec nous et qui nous font les déclarations, parce que c'est pas une déclaration obligatoire, donc on va en avoir énormément dans la région bordelaise et dans la région strasbourgeoise, mais parce que on a des gros laboratoires, notamment des gros laboratoires privés, qui prennent le temps quasiment systématiquement de nous faire leurs déclarations. Donc, je peux pas vous dire qu'il a la répartition. Vraiment, je pense qu'elle est ubiquitaire et juste elle est biaisée par les membres du réseau. Avez-vous une référence publiée fiable démontrant l'infection par un seul oocyste? Ben oui, oui, c'est une publication dans PubMed, mais faut mettre crypto là comme ça, je la connais plus de tête, mais c'est crypto hominis infection chez les immunodéprimés. Mais c'est pas une de nos références à nous, hein, c'est un truc, ça doit être un truc américain. Alors, si l'eau est contaminée, les traitements des eaux potables ou de piscine sont-ils efficaces? Alors, absolument pas. Ce que je vous disais, le chlore, ça marche pas du tout sur les oocytes de Cryptosporidium.
Donc, pour le coup, effectivement, on peut avoir une contamination assez facilitée dans la piscine. Il suffit que quelqu'un avait des signes cliniques ou une élimination au moment où il s'est baigné pour qu'on puisse en retrouver. Si l'eau potable était contaminée à large échelle, vous auriez une situation similaire à Milwaukee en 93, effectivement. Donc ça, je vous en ai pas parlé, mais voilà, je vois que vous connaissez un petit peu. C'était la plus grosse épidémie massive qui avait été décrite historiquement. Alors, il s'agit probablement d'épidémies locales par des ressources locales. Alors, effectivement, voilà, c'est toujours est-il que les investigations montrent que l'eau est en tout cas contaminée avec la même souche. Je vous ai dit, on peut aller très précisément dans la souche, dans le génotypage des souches qui sont infectantes, et on retrouve les mêmes souches que celles qui sont précises et éliminées dans les selles. Alors, effectivement, que l'eau fait partie des facteurs de risque, mais est loin d'être la seule. Et il y a énormément de voies de contamination ou de enfin, l'eau potable, elle dessert plusieurs villes, plusieurs régions. Sur des distances qui sont parfois plus ou moins longues. Et c'est ça qu'en fait on connaît pas. On ne connaît pas la distribution, la circulation, la survie des zoocystes de manière précise dans l'environnement. Après combien de temps ils restent infectieux après avoir été émis? Est-ce qu'ils arrivent à se disséminer dans toutes les couches de l'eau? Est-ce qu'à un moment donné, ils sédimentent, on les perd? On ne sait pas. Donc là, il y a un projet de recherche justement suite à l'épidémie de Grasse qui vient d'être initié, mais qui avec le Covid a été retardé pour essayer de modéliser un petit peu ça. Mais effectivement, on suspecte une origine de l'eau fréquente, probablement à faible concentration, mais qui, dans certains cas, vont être quand même responsables d'épidémies, puisqu'il suffit qu'il y ait une exposition plus importante, une élimination plus importante de manière itérative pour que plusieurs individus soient atteints et qu'on puisse dépasser ce stade de seuil diagnostique finalement. Mais oui, alors, je suis pas en train de dire que toute l'eau est contaminée, c'est juste que ça fait partie des facteurs importants à rechercher. Comment fonctionnent les EV sur Cryptosporidium? Alors, bonne question. En fait, ça c'est quelque chose qui est pas très bien décrit. Il détruirait la paroi de l'oocyste, qui ferait qu'en fait il y aurait une libération des sporozoïtes, les quatre structures qui sont à l'intérieur d'un oocyste dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont des structures qui sont beaucoup plus fragiles que l'oocyste en lui-même, qui est comme une coquille d'œuf et qui donc serait qui mourrait rapidement en quelques heures en absence d'entérocytes ou de cellules infectées. L'eau de piscine subit une microfiltration qui est susceptible d'être efficace sur le crypto. Alors, oui, effectivement, normalement, alors les cryptos font 5 micromètres en moyenne de diamètre. Donc, effectivement, si l'eau circule assez et les filtres ne sont pas colmatés, ça pourrait suffire pour éliminer le risque crypto, effectivement. Après, c'est toujours pareil, si voilà, s'il y a quelqu'un qui vient de se baigner, qui était contaminé, le temps que les eaux aussi soient filtrées, on a un petit laps de temps où on peut s'infecter. Il faut que les filtres soient changés régulièrement, etc. Ça, on sait que c'est pas toujours très très suivi et ça peut intervenir aussi potentiellement dans ces épidémies. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, alors, j'ai une question. Il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris moi-même. Oui. Est-ce qu'il y a une augmentation du nombre de cas en France, ou alors c'est simplement qu'il y a de plus en plus de laboratoires qui font des analyses et du coup ça augmente artificiellement, comme vous dites, le nombre Alors de cas voilà, possibles. alors, je pense qu'effectivement, c'est plutôt la dose d'émotion, c'est-à-dire que ça passait complètement inaperçu. Enfin, c'était largement sous-diagnostiqué. Et le fait qu'on communique de plus en plus dessus, qu'on dise aux gens, attention, il faut changer à la fois de stratégie de diagnostic parce qu'on passait à côté, qu'il faut penser aux origines parasitaires et qu'on fait des retours aux gens, bien sûr, sur les CNR, fait qu'on y pense plus, les membres du réseau les déclarent plus, et finalement, on arrive à mieux les décrire, à me faire le suivi épidémique. Donc pour moi, il n'y a pas. Alors évidemment, on voit des pics de temps en temps des épidémies qui font que voilà, c'est assez massif pour que ça passe les seuils de détection. Mais pour moi, c'est pas qu'aujourd'hui en France on est plus exposé qu'auparavant. C'est juste qu'on les détecte bien mieux, justement parce qu'on communique et on commence un petit peu à savoir où chercher. En fait.
Très bien. Alors, je vous remercie déjà pour votre exposé Je vous en très prie. clair et très complet, et également pour Merci. la discussion intéressante qui a suivi, et surtout de nous avoir accordé le temps de préparer ce diaporama, parce que je sais que vous êtes très occupé. C'est gentil, merci. Je suis ravi de voir que ça a intéressé pas mal de gens. Ah, ben oui, oui, oui.